Non, moi je pense qu'on peut très bien vivre avec beaucoup moins de données mobiles, que c'est possible, que ça aide aussi parce qu'il y a une forme de bien-être à ça. Parce que qui dit vivre avec moins de données mobiles, dit moins de temps d'écran en fait. Le premier forfait de la coopérative, historiquement, c'est le forfait sobriété, donc c'est 10 € appels et SMS. Et ensuite, on facture 2 € nos abonnés sur la base de leur consommation de données mobiles réelles. Donc 2 € par giga de données mobiles effectivement consommées. Nos clients, en moyenne, ils consomment 2 gigas de données mobiles. Bien Donc, bien au-dessous. Bien en dessous. Bien en dessous. Salut à toutes et à tous, c'est Théo Népivoda, l'hôte du podcast Désirable. Bienvenue dans ce podcast qui crash teste des alternatives sociales et environnementales pour une société plus désirable. Dans cet épisode, on va parler d'un sujet qui concerne tous les Français, ou du moins 95%, car 5% n'en possèdent pas. Il s'agit du téléphone portable. On va se demander s'il est possible de lui donner une autre place dans nos vies, s'il est possible de limiter drastiquement notre consommation de données. A priori, ça semble un peu compliqué, mais j'ai trouvé une solution pour nous y aider. Ça s'appelle Télécoop. Marion Grafly, bonjour. Bonjour, merci pour l'invitation. Avec plaisir, c'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes la cofondatrice de Télécoop, un opérateur téléphonique engagé, coopératif, sobre. On va voir de quoi il s'agit, qui tente de construire un modèle à l'opposé des opérateurs classiques. On va se demander si ce modèle que vous proposez est pertinent. On va en discuter longuement, mais tout d'abord, on va essayer de dresser, de parler du constat. L'usage du numérique, on ne va pas l'apprendre aux personnes qui nous écoutent et nous regardent, a un impact environnemental. On parle, ça dépend des estimations, mais de 4% des émissions planétaires. Pour les smartphones, il y a bien sûr la partie fabrication, mais il y a aussi justement l'utilisation quotidienne, l'usage des données mobiles. Pourquoi pollue-t-on quand on scrolle son téléphone portable ? En fait, c'est quelque chose dont on se rend effectivement pas forcément compte, que l'usage du numérique en soi a des impacts environnementaux qui sont importants. Et en fait, l'ADEME, couplé à l'ARCEP, qui est en fait en quelque sorte le gendarme des télécoms, a sorti dernièrement une étude dans ce sens-là, et notamment sur la question de l'impact des data centers. Donc, vous l'avez rappelé, en gros, 50% de l'impact environnemental du numérique en France, ça concerne la fabrication des smartphones. Et ensuite, à peu près 40%, c'est l'utilisation des data centers. Et qu'est-ce que ça veut dire, l'utilisation des data centers ? En fait, c'est quand on scrolle, littéralement. Donc, quand on va sur les réseaux sociaux, quand on va regarder des vidéos, etc., etc. Ça émet en fait des requêtes, ça fait des demandes sur des data centers qui eux-mêmes vont consommer de l'énergie, vont consommer aussi des matières fossiles pour leur fabrication, pour leur construction, etc. Et donc, effectivement, quand on scrolle, il y a un impact environnemental qui n'est pas négligeable. Et ce qui est hyper intéressant aussi dans cette étude, c'est que cette étude, elle a le mérite à la fois d'intégrer les impacts environnementaux en France, mais aussi ceux délocalisés. Parce que c'était aussi un peu quelque chose qu'on ne voyait pas de manière très claire en fait, dans les études d'impact sur le numérique. C'est que la plupart des data centers, en fait, ils ne sont pas en France. Donc, toute la consommation et l'impact problématique de ces appareils et de ces data centers, en fait, ils passaient un peu sous les radars, tout simplement. Et là, cette étude, elle fait la démonstration que non, en fait, les usages que nous avons en France, il y a 40% de ces usages du numérique qui représentent cet impact global du numérique. Donc ça, c'est vachement intéressant. Et c'est aussi important parce que je trouve que ça a le mérite de reposer aussi la question centrale de l'usage. Parce qu'on a aussi beaucoup concentré ces dernières années dans la sensibilisation sur garder son téléphone le plus longtemps possible, puisque le cœur de l'impact, c'est la fabrication. Et c'est vrai de manière générale, en plus, sur tous nos appareils. Donc, bien sûr, c'est une vérité qui est importante. Mais en fait, l'usage, et en particulier dans le numérique, est plus du tout négligeable, notamment quand on réintègre l'impact de ces data centers à l'étranger. Donc, c'est important. Et j'imagine que cet impact environnemental de l'usage a augmenté au fil des années. En fait, ça a augmenté de manière importante, c'est clair. Et en plus, ce qui est le plus, on va dire, préoccupant, c'est que cette étude-là, elle est basée sur les chiffres de 2022. Ça veut dire que pour l'instant, on n'intègre pas encore l'impact de l'IA
et en particulier de l'IA générative, parce qu'à l'heure actuelle, on ne sait pas exactement le type d'impact que ça peut avoir. Les seuls éléments qu'on connaît un petit peu, et qu'en tout cas, je peux citer à ce stade, parce qu'il y a plein de sources différentes qui se battent un peu sur ces éléments-là, c'est que par contre, l'agence française de l'énergie, enfin, donc l'agence qui planifie finalement nos besoins énergétiques, il prévoit une consommation d'énergie de plus 75% des data centers d'ici à 10 ans pour nos usages en France. Donc c'est quand même très impactant en fait, hein, quand déjà la consommation électrique française liée au numérique, c'est déjà 11% de notre consommation nationale. Bon, c'est quand même... les chiffres, en fait, sont totalement délirants et on a l'impression que ça ne fait qu'augmenter de manière phénoménale, quoi. J'ai vu que la part du numérique dans l'ensemble des émissions pourrait même atteindre 8%. Donc c'est énorme, ça pourrait passer de 4 à peu près à 8%. Donc ouais. On n'en a pas fini, quoi. Non, on n'en a pas fini, et en plus, d'autant plus que le numérique aujourd'hui s'est posé comme étant la solution à tous les problèmes qu'on rencontre. Les problématiques de citoyenneté, les problématiques environnementales, les problématiques sociétales, de liens. C'est tellement la solution à tous les problèmes que finalement, on pousse énormément de solutions liées au numérique, on pousse énormément de startups qui vont développer plein de choses, etc., liées au numérique. Parce que, oui, on a besoin éperdument de solutions pour tous ces sujets, et je suis la première à le penser, sauf que la réalité, c'est que le numérique, développé de manière tout azimut, sans vraiment une planification de l'utilité de ce que ça aura vraiment en fait pour les personnes, quoi, les hommes et les femmes et les enfants, c'est vraiment hyper problématique, parce que c'est vraiment placer une vision du numérique, oui, un peu technosolutionniste, et dans un contexte où, en fait, on a besoin de se reposer la question des usages, à la fois de ce qui est vraiment nécessaire et de ce qui va pouvoir faire une différence. Bon, ça, c'est pour le côté environnement, mais il y a aussi l'aspect social. On va parler maintenant du côté addiction. Les Français passeraient en moyenne 3h30 par jour en 2023 sur leur téléphone. J'ai regardé, c'est moi-même à peu près ce que je passe par jour, donc je suis dans la moyenne. En quoi c'est un problème ? Le premier gros problème, c'est vraiment les phénomènes de sédentarité. Enfin, c'est le fait de moins bouger, parce qu'en fait, finalement, les écrans vont grappiller sur plein d'autres choses, plein d'autres activités qu'on pourrait avoir à la place, et notamment les activités sportives. Et ça, c'est un gros problème en fait de santé publique, parce que on ne sait pas aujourd'hui les effets qu'auront cette sédentarité accrue, à la fois sur nous en tant qu'adultes, mais aussi en particulier sur les enfants et les adolescents. Donc ça, c'est vraiment le premier problème principal, et un problème dont on parle, je trouve, pas beaucoup, à part bien sûr dans la communauté des médecins, etc. Mais grand public, moi, je vois encore peu le sujet monter à ce propos-là. Et le deuxième problème pour moi, c'est vraiment le phénomène de boucle d'information. En fait, qu'est-ce qu'on fait sur son téléphone portable ? La plupart du temps, on est sur les réseaux sociaux. Enfin, c'est là-dessus qu'on passe la majorité du temps quand on est sur notre téléphone portable. Et du coup, on est face à certaines informations. On est face à certains algorithmes, quoi, avec une logique où, effectivement, on va avoir certaines informations, on va les répéter, on va avoir accès à certains réseaux, etc., etc. Et ça, c'est un autre souci, parce que ça veut dire qu'on se retrouve dans des lieux, dans des vases clos, en quelque sorte, et où on ne voit pas vraiment l'altérité, quoi. Et donc, ça, c'est un autre gros problème de ce phénomène-là, parce qu'en plus d'être coupé du reste du monde, parce que quand on est sur son téléphone portable, on est rarement en contact avec les autres, en plus, on est toujours confronté finalement, probablement, à des gens qui ont la même opinion que soi, ou à des sujets qui vont nous intéresser, donc qui ont la même opinion que nous. Donc, c'est problématique. Donc, souvent, je me dis, en fait, on est un peu des gens qui sommes assis de plus en plus, liés en fait à toujours les mêmes sujets, on est toujours confrontés aux mêmes sujets, donc on est totalement dans notre boucle, et dans le même sens, on est moins en moins du coup en lien avec des gens qui sont différents dans d'autres cadres en fait qu'un cadre numérique. Non, j'allais dire, il y a ces deux effets, ces deux impacts. Il y a aussi celui sur la santé mentale, peut-être, notamment des plus jeunes. Il y a une étude du Journal of Social and Clinical Psychology qui estime qu'on pourrait réduire les risques de dépression en étant en dessous de 30 minutes devant un écran par jour. J'imagine que ça aussi... Oui, en fait, c'est...
Je trouve en fait qu'avec l'avancée du numérique et la place que prend le téléphone portable dans notre vie, avec le fait que ça devient un marqueur social hyper fort, et notamment pour les plus jeunes en fait, qui doivent avoir une vie digitale, tout se fait beaucoup en fait aussi via le digital, notamment parce que, et ça c'est un autre sujet, mais parce qu'il y a aussi moins de place pour les jeunes dans l'espace public. C'est aussi un autre problème, c'est-à-dire qu'ils vont avoir besoin de liens sociaux parce qu'ils ne vont pas pouvoir le faire dans la rue, parce que c'est jugé trop dangereux ou parce qu'il n'y a pas assez d'espace adapté pour eux. Ils vont se retrouver sur les réseaux sociaux. C'est aussi notre responsabilité dans les villes, dans les campagnes, de pouvoir faire des lieux pour les jeunes, parce que ce qu'ils cherchent, c'est quand même surtout à se rencontrer, etc., et à se parler. Donc, effectivement, ça revient aussi à toutes ces questions de boucle informationnelle, de ce à quoi ils sont confrontés, ces jeunes, sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas spécialiste du sujet, mais moi, je peux parler plutôt de ce qu'on voit en fait avec nos clients aujourd'hui, parce qu'on a des forfaits enfants qu'on a créés, des forfaits enfants et adolescents qu'on a créés justement pour aider les parents à non pas contrôler ce que les jeunes font sur leur mobile, parce que ça c'est encore un autre sujet, mais plutôt à pouvoir en fait, j'allais dire, faciliter la discussion autour de ces sujets numériques en disant voilà, je te donne accès à un téléphone portable, mais avec un niveau de data raisonnable pour que tu puisses accéder à ça, mais aussi pour qu'on puisse avoir la conversation autour de tes besoins sur le numérique. Et nous, ce que nous ramènent nos parents, les parents, je dis nos parents, mais les parents qui ont fait le choix de nous rejoindre justement dans ce cadre-là, c'est qu'en fait, c'est devenu de plus en plus polarisant, parce qu'à la fois, bien évidemment, ils ont envie de répondre à le besoin de leurs enfants, de se socialiser, etc., tout en sachant que c'est pas hyper bon pour eux, quoi. Donc c'est hyper compliqué, et en même temps, on a ça c'est encore un autre sujet, mais tout est très intriqué. On a aussi le ministère de l'Éducation nationale qui va beaucoup encourager finalement à l'utilisation des outils numériques, que ce soit en classe ou alors aussi pour communiquer avec les parents, les élèves, etc. Donc en fait, c'est quand même un univers qui est très construit autour du numérique, notamment chez les jeunes et les enfants, soit à l'école ou d'ailleurs pour se socialiser. Et ça laisse pour l'instant peu d'échappatoire, en fait, peu de façons de me faire différemment. Et moi, c'est ça qui me questionne, parce que finalement, Internet, à ses origines, c'était là pour créer du lien entre les personnes. C'était là pour aussi avoir une visée non lucrative, en fait. C'était vraiment cette logique émancipatrice des citoyens, etc. Et là, on se retrouve dans un numérique qui enferme, en fait, quand même de plus en plus, qui contraint les gens vers une certaine utilisation, parce que ça devient un marqueur social de plus en plus important, notamment avec l'utilisation des réseaux sociaux, etc. Et du coup, qui prive les gens d'autres sources de bien-être et effectivement de lien social, mais aussi de sport, d'activités extérieures, en fait. Donc, c'est probablement pour ça que Télécope, d'ailleurs, est né. On en parlera aussi après. C'est que les citoyens, dans la façon dont le numérique aujourd'hui a pris le pas et s'est développé, moi, j'ai l'impression qu'on en est quand même largement défait. En fait, on n'a plus la main véritablement sur ce en quoi le numérique pourrait nous être utile. Pour préparer cette interview, j'ai fait mes devoirs, je suis allé sur les sites des différents opérateurs, on va dire, classiques. Et en fait, quand on tombe sur la première page, on nous propose de suite la 5G+, on nous propose des forfaits avec toujours plus de gigas, renouvellement de son téléphone portable. Donc, on a l'impression que c'est totalement à l'opposé de ce qu'on est en train de dire. En quoi le modèle des opérateurs classiques est-il selon vous, inadapté aux enjeux actuels ? En fait, le premier point, c'est leur modèle économique même, en fait. C'est-à-dire que, en fait, c'est des entreprises ultra lucratives qui aujourd'hui, 3 opérateurs sur 4, des opérateurs historiques en France, sont possédés par des milliardaires qui après rachètent d'ailleurs des médias. Enfin, c'est vraiment toute une panoplie, quoi, qui se sont créés grâce à l'argent qu'ils ont fait lié aux télécoms. C'est quand même très lié à ça, tout ça. Et en fait, ce qui pose du coup problème, c'est vraiment leur modèle économique en soi. C'est-à-dire que leur modèle, c'est d'être le plus lucratif possible pour reverser un maximum de ce qu'ils font comme bénéfice à leurs actionnaires, qui sont ces milliardaires. Enfin, on est dans une boucle. Donc pour ça, en fait, le modèle qui aujourd'hui est pris, c'est en fait, pousser les gens principalement à changer de téléphone, à racheter des téléphones, etc. Parce que ça fait partie intégrante de leur modèle économique. Ils ont besoin que les gens achètent des téléphones.
Et le deuxième point qui est lié à ça, c'est des forfaits mobiles. Et parce que tout ça va de pair, en fait. Le forfait mobile, aujourd'hui, le modèle classique, c'est nous faire donner l'impression, en fait, qu'on a besoin d'énormément de données mobiles parce qu'on ne sait pas trop, mais en fait, ça va être super parce que de toute façon, c'est inclus dans le forfait. Donc, bon, voilà, c'est comme ça. Mais d'ailleurs, là, c'est intéressant de voir que l'argumentaire, à part dire il y en a le plus possible et c'est super, il n'y en a pas, quoi. On ne va pas dire ça va servir à ça, ça va servir... Enfin, c'est très fallacieux, quoi. C'est pas basé sur même plus un besoin, mais là on a quitté le besoin parce que c'est vraiment plus, ça correspond plus à rien, en fait. Parce qu'en fait la réalité, c'est que aujourd'hui les Français ils consomment en moyenne 15 gigas de données mobiles. Alors c'est une consommation qui augmente fortement tous les ans. Mais en fait, elle augmente fortement parce que les opérateurs télécoms donnent de plus en plus de données mobiles, en fait. Donc, c'est tout. Enfin, il y a pas, c'est pas particulièrement lié au fait que on a de plus en plus besoin du numérique parce qu'on n'a pas plus de temps dans une journée. J'ai l'impression que déjà 3 heures sur son smartphone, c'est pas mal, quoi. Je sais pas si on peut vraiment arriver à faire plus. Enfin, ça commence à être compliqué. Mais on va arrêter de dormir. Enfin, voilà, probablement, c'est peut-être ça qui va se passer. Mais donc, du coup, c'est en ça que ce modèle des opérateurs, il n'est pas adapté. Il n'est pas adapté parce qu'ils ont besoin de vendre des téléphones, et ça, c'est une catastrophe environnementale. On a besoin de faire durer notre matériel le plus longtemps possible. Il n'est pas adapté parce que c'est la surenchère. On pousse les gens à avoir des forfaits et de plus en plus de données mobiles, mais qui ne correspondent à rien en dehors du fait de nous faire passer un temps démesurément important sur nos écrans. Et comme on en a parlé tout à l'heure, je ne sais pas si c'est vraiment bénéfique pour nous en tant qu'individus. Donc voilà, oui, donc pour nous, il n'est pas adapté. Et le dernier point qui est hyper problématique, c'est que ça fait penser et croire à tout le monde que le numérique, c'est une ressource illimitée. Ça donne cette impression que, voilà, on dit qu'il faut faire attention à l'eau, on dit qu'il faut faire attention à l'électricité, mais par contre, le numérique, on peut y aller, quoi. Enfin, il n'y a pas de souci, on peut vous donner des forfaits à 100, 200 gigas, aucun problème. Sauf qu'en fait, on oublie de dire que pour consommer le numérique, il faut de l'énergie. Et il faut de l'eau, notamment, parce que sur tout le circuit numérique, on est très dépendant de l'eau. Il faut des matières premières pour fabriquer tout ce dont on a besoin. Enfin, des ressources limitées. En fait, oui, tout ce dont on a besoin pour servir du numérique et pour fabriquer ce qu'il nous faut pour le numérique est ultra limité. Et on le dit d'ailleurs à plein d'autres moments. L'eau, il faut faire attention, etc., comme je disais tout à l'heure. Mais le numérique, pas de problème, vous pouvez avoir des forfaits à 300 gigas. Enfin, ça n'a pas de sens, en fait. C'est comme si on faisait croire que le numérique, il vit sa vie dans un couloir tout seul et qu'il n'a aucune interdépendance au reste de nos matières premières. Et ça, c'est vraiment ultra problématique, notamment parce que le numérique, c'est une chance, c'est une opportunité. Enfin, comme on parlait de ce que c'était qu'Internet avant, c'est une opportunité pour les hommes et les femmes. Mais là, on passe un peu à côté. Vous parliez à l'instant du modèle économique de ces opérateurs téléphoniques. Justement, Télécoop, c'est une coopérative, plus précisément une société coopérative d'intérêt collectif, une SIC. Peut-on expliquer aux personnes qui nous écoutent et qui nous regardent de quoi il s'agit et quel est l'intérêt, la plus-value de ce modèle ? Alors en fait, une SIC, une société coopérative d'intérêt collectif, c'est un mode d'entreprise qui est très novateur. En fait, alors déjà assez récent, ça fait 20 ans que ça existe, mais très novateur parce qu'en fait, dans une même entreprise, on va rassembler toutes les parties prenantes d'un service, donc nous en l'occurrence des télécoms. Et les parties prenantes pour nous, c'est les clients, c'est nos fournisseurs, c'est les salariés, ça c'est quand même hyper important. Et ça va être tous les partenaires, toutes les parties prenantes, on va dire, avec lesquelles on va créer des services à valeur ajoutée, etc. Et ça, c'est vraiment important parce que, en fait, l'opérateur télécom, il se pose plus comme un peu l'entreprise majoritaire qui sait quel cap elle fixe et qui crée une vision numérique. En fait, nous, on se pose plutôt sur... on crée, en fait, une structure qui va permettre d'accueillir tous les besoins qui sont liés au numérique. Et on va essayer de décider de manière démocratique ensemble quelle est les meilleures choses à faire, à la fois pour servir les salariés, parce que ça c'est hyper important, puisqu'ils sont partie prenante de ces décisions, mais aussi bien sûr les clients et puis les partenaires. Et nous, on a rajouté aussi un point très important dans nos statuts. On s'engage à ce que toutes nos activités, en fait, elles soient menées en prenant en compte le fait que nous vivons sur une planète qui a des ressources limitées. Et donc, on s'engage aussi à créer des modèles pour influencer le reste en fait, des opérateurs télécoms pour qu'ils décident eux aussi de prendre ce chemin-là. Parce qu'en fait,
On pense que déjà, c'est le seul possible, en fait, des enjeux de sobriété. Mais au-delà de ça, on pense aussi que pour des opérateurs télécoms qui se sont construits comme ça sur le même modèle, en fait, pendant des décennies, c'est aussi très compliqué de réinventer son métier. Et donc, nous, on se positionne aussi comme ça, comme quelque part une entreprise qui innove, mais vraiment au service de l'intérêt général. Et nous, on sera content si d'autres prennent le pas, en fait. Non pas si demain, on fait 4 millions de clients, mais surtout si d'autres, en fait, s'emparent de ces sujets. Donc, en fait, Télécope, c'est un opérateur militant, dans ce sens-là, mais aussi innovant. Et c'est ça qui est passionnant, parce qu'on innove à la fois sur les questions sociétales, mais aussi environnementales. Et on essaye d'avoir une approche la plus cohérente possible sur tous les sujets. Mais en gros, l'idée d'une coopérative, c'est de se dire que finalement, la démocratie, elle ne doit pas rester à la porte de l'entreprise et qu'en fait, elle doit rentrer dans l'entreprise. C'est ça. Et j'ai l'impression que c'est important, cette idée-là. Oui, c'est fondamental. Je pense que pour une coopérative, c'est fondamental. Et en particulier pour une SIC, parce qu'en fait, toutes ces parties prenantes que je citais tout à l'heure, chez nous, elles votent dans la coopérative sur le principe d'une personne est égale à une voix. Et quel que soit le niveau d'action, on appelle ça chez nous des parts sociales, qu'on a achetées dans l'entreprise. Donc ça veut dire qu'on ne peut pas en fait servir les intérêts de quelques-uns, donc notamment des puissants en général, ceux qui ont le capital et qui sont capables de pouvoir acheter massivement des parts d'une entreprise. On est là pour servir les intérêts de tous. Télécope, fondé donc en 2020 par vous et d'autres, vous étiez combien On était 4. Vous étiez 4. Quel était votre objectif à ce moment-là? Pourquoi vous vous êtes dit on va monter un opérateur téléphonique? En fait, en France, il y a le mouvement coopératif, quand même, il est assez dense. Il y a plein de choses qui se passent, etc. Beaucoup d'entreprises très innovantes, mais il n'y avait pas d'opérateur télécom. Et en fait, finalement, on était, sur ce marché-là, c'était le seul marché, entre guillemets, dit de masse, c'est-à-dire auquel on parle vraiment à tout le monde. En fait, tout le monde, vous le disiez tout à l'heure, 95% des Français ont un téléphone portable. Donc, c'est hyper important, en fait, dans la vie des gens. Et en fait, il n'y avait pas d'alternative, il n'y avait pas d'autre chemin construit. Donc, on s'est dit, en fait, dans ce cadre-là, c'est notre rôle de citoyen, parce que moi, je ne viens pas du monde du numérique, ni du monde des télécoms, et aucun de nous 4, d'ailleurs. C'est pas ça qui nous a préoccupés. Nous, on s'est dit, en fait, le numérique, aujourd'hui, c'est hyper important que les citoyens puissent avoir un outil pour reprendre la main sur ce quoi sert le numérique et pourquoi, en fait, concrètement, on développerait le numérique. Et c'est dans cette optique-là, en fait, finalement, que Télécope a été créé. En se disant, tout le monde doit être capable de comprendre à quoi ça sert le numérique. Nous, on ne vient pas de ce monde-là. En fait, on veut montrer que c'est possible, en fait, et que c'est, en fait, abordable. C'était ça aussi l'autre point. Et voilà. Et puis après, on s'est dit que le premier métier qu'on devait remplir, c'est celui d'opérateur mobile. Donc, on a commencé par proposer des forfaits mobiles suffisamment innovants, en fait, pour créer aussi des choses qui amènent de la valeur, en fait, sur ce marché-là. Et surtout, notamment, on a construit toutes nos offres, justement, avec nos sociétaires, en fait, sur le principe d'une personne égale une voix. On a organisé plein de temps d'échange pour comprendre, en fait, qu'est-ce qui pourrait faire une différence. Et c'est ça aussi qui, pour moi, était vraiment l'essence de Télécope. C'était de se dire que on doit être capable de pouvoir créer quelque chose qui va être intéressant pour le plus grand nombre, mais en même temps qui va aussi secouer les codes du secteur pour lui permettre de se positionner en faveur de la transition écologique. Et vos offres, les offres que vous proposez, elles secouent justement les codes du secteur pour les personnes qui sont peut-être intéressées par vos forfaits. Voilà. Quels sont les forfaits que vous proposez avec Télécope ? Le premier forfait de la coopérative, historiquement, c'est le forfait sobriété. Donc, c'est 10 € appels et SMS. Et ensuite, on facture 2 € nos abonnés sur la base de leur consommation de données mobiles réelles. Donc, 2 € par giga de données mobiles effectivement consommées. Et le deuxième forfait de la coopérative qu'on a sorti, c'est un forfait qui s'appelle le forfait transition. Et c'est 20 € pour 20 gigas. Et là-dedans, on a intégré aussi une aide financière à la réparation des smartphones. Donc, c'est-à-dire que chaque année, nos clients, ils ont 30 € pour les aider à réparer leur téléphone. Donc, ça, c'est les forfaits qu'on propose. Et vous avez vu que j'ai à aucun moment parlé de téléphone portable. C'est-à-dire que nous, en fait, on propose des alternatives pour nos clients pour qu'ils puissent s'équiper de manière éthicable aussi et
et vraiment en fait qui puisse protéger les ressources de notre planète, mais ça fait pas partie de notre modèle économique. C'est-à-dire on vend pas de téléphone, c'est pas notre métier, quoi. Et justement, comment vous faites pour vous engager sur cette partie téléphone? Je sais que vous avez peut-être des liens avec d'autres structures, parce que c'est important cette question des téléphones, l'impact environnemental de sa fabrication. C'est aux alentours, ça dépend des estimations, mais de 60%. Comment vous répondez à la demande? Le premier point, c'est que déjà, donc, comme je disais, on n'incite pas nos clients à changer de téléphone. On n'a pas d'offre promotionnelle là-dessus, etc. Donc ça, c'est un premier point, parce qu'on sait que le marketing joue un rôle fondamental dans le simple fait de racheter du matériel, et smartphone en particulier. Donc ça, c'est un premier point. Le deuxième élément qu'on fait, c'est qu'on va plutôt aider les gens à le garder le plus longtemps possible avec des outils très concrets. Donc c'est des outils qui sont mis à disposition, d'ailleurs pas que de nos clients, mais de tous les citoyens. C'est un outil qui s'appelle Cop Répare, par exemple, qui permet de nous aider à réparer son téléphone, soit par soi-même, soit via en fait un réseau en fait de réparateurs agréés qu'on trouve dignes de confiance, parce que ça c'est aussi important. Et par exemple d'autres types d'outils comme Paramètres, qui est un outil qui permet aux gens de programmer en fait le téléphone, à la fois pour moins consommer de données mobiles, mais pour aussi avoir une meilleure longévité du téléphone, parce que la longévité dépend aussi beaucoup de l'usage qu'on fait du téléphone. Donc en fait, nous, on va développer tout un tas d'outils et d'accompagnement pour aider les gens à garder leur téléphone le plus longtemps possible. Donc ça, c'est ce en quoi vraiment on est très différent. Et le dernier point, c'est que on peut avoir quand même besoin de s'équiper. Après 7 ou 10 ans, allez, on tient ça. 7 ou 10 ans. Il y a un moment donné, ça peut être important. Et donc, du coup, là, dans ce cadre-là, en fait, on développe, nous, des partenariats avec des marques de téléphones qu'on a considérées comme étant des téléphones qui ont la meilleure durée de vie, en fait. Fairphone, par exemple. Fairphone, avec leur nouveau modèle, maintenant, c'est vrai. Je pense, au début, c'était plus compliqué. Je sais qu'il y a des gens qui ont eu des mauvaises expériences, j'en fais partie. Mais maintenant, c'est beaucoup moins vrai. Enfin, les nouveaux modèles, effectivement, ils ont une longévité qui est hyper importante. Moi, le Fairphone 4, par exemple, je l'ai depuis 5 ans et j'ai zéro problème dessus. Et surtout, ils sont réparables très facilement, enfin, etc. Et donc, et eux, bien sûr, mais il y a aussi tout un secteur du reconditionné, parce que le reconditionné, c'est hyper important. C'est très intéressant dans la manière de ça a été de réinventer le rapport à l'achat, etc., d'acheter plutôt de la seconde main. Mais il y a reconditionné et reconditionné, en fait. Si son téléphone portable, il a fait 3 fois le tour de la planète pour être reconditionné, ce qui est malheureusement fortement le cas, en fait, sur le marché actuellement, c'est ultra problématique, alors qu'il y a des reconditionneurs en France qui vont acheter localement leur téléphone, etc., notamment en France. C'est le cas des ateliers du Bocage, par exemple, qui est une SIC également du mouvement Emmaüs, mais il y a d'autres acteurs, etc. Donc, en fait, ce que nous, on cherche, c'est vraiment trouver des solutions pour aider les gens à garder leur téléphone le plus longtemps possible, que ce soit le téléphone qu'ils ont déjà ou le téléphone qu'ils vont avoir besoin de racheter. Aujourd'hui, on a besoin de son téléphone pour tout, pour se guider, pour payer, pour prendre un billet de train, pour s'informer, même si on peut encore s'informer avec des journaux papier. Ce qui fait qu'un Français, selon l'ARCEP, consommerait en moyenne 15 gigaoctets de données, passerait 3h32 d'appels vocaux. Est-ce que c'est possible de vivre avec peu de données, ou est-ce que finalement, il y a besoin également de dénumériser, en fait, pour pouvoir vivre avec si peu de données? En fait, alors moi, ce que je vois chez nos clients en moyenne, ils consomment 2 gigas de données mobiles. Donc bien au-dessous. Bien en dessous. Et c'est une moyenne qui augmente un petit peu, mais pas de enfin, il n'y a rien de spécifique qui se passe. Et en fait, nos clients, c'est pas des gens coupés du monde, hein. Enfin, c'est des gens qui travaillent, qui vivent plein d'expériences toute la journée. Enfin, c'est pas. Je rigole en disant ça parce qu'au début, quand on s'est créé avec Télécope, c'était pour l'anecdote. À l'époque, Emmanuel Macron avait dit aux détracteurs de la 5G, dont nous faisions partie, parce qu'à l'époque, on comprenait pas bien l'intérêt pour les gens, en fait, concrètement, à part une augmentation des coûts, mais par ça, on comprenait pas très bien. On va pas retourner à l'époque des Amish, quoi. Ah oui, les Amish, les fameux Amish. Ouais, c'était assez particulier parce que, en fait, non, nous, on trouve que le numérique, c'est hyper chouette, en fait. C'est vraiment porteur de plein d'opportunités. Je suis pas en train de vouloir révolutionner ça, c'est pas mon point. Ma question, c'était plutôt c'est encore de savoir à quoi sert vraiment le numérique et qu'est-ce qu'il peut avoir comme intérêt très concret pour les gens, en fait. Parce que quand on consomme de plus en plus de données mobiles et les chiffres que vous rappeliez, effectivement, c'est
c'est ce que ça montre. En fait, on augmente de plus en plus sa consommation de données mobiles mensuelles. En fait, c'est pour faire quoi ? C'est la vraie question, en fait. Est-ce que c'est pour regarder de la vidéo et beaucoup de vidéos, voire la vidéo addictive, on voit bien le succès de TikTok, etc. Et toutes les questions que ça pose, et ça consomme énormément de données mobiles parce que c'est que de la vidéo et c'est de la vidéo relativement addictive en plus, donc on va y passer beaucoup de temps. Donc, ça questionne, en fait. Ça questionne. Donc, non, moi, je pense qu'on peut très bien vivre avec beaucoup moins de données mobiles, que c'est possible, que ça aide aussi parce qu'il y a une forme de bien-être à ça. Parce que qui dit vivre avec moins de données mobiles, dit moins de temps d'écran, en fait. Et puis, on reboucle sur la question Ce d'avant. dont on parlait tout à l'heure. Exactement. Qui, à mon avis, est plutôt bénéfique pour chacun. Alors, revenons au modèle économique de Télécope. Donc, vous n'incitez pas à consommer de gigas, vous ne posez pas d'options en plus comme le font les autres opérateurs téléphoniques. Vous n'incitez pas à changer régulièrement de téléphone. Comment finalement vous gagnez de l'argent ? En fait, nous, on gagne notre vie vraiment sur les forfaits mobiles. Donc, on gagne notre vie exclusivement là-dessus. Et donc, ce qui fait qu'on peut, en fait, avoir un modèle économique qui tourne et qui tient la route, c'est parce qu'on est de plus en plus nombreux. Et aujourd'hui, on est 10 000 abonnés. Donc, en fait, c'est ça aussi qui est intéressant. La stratégie classique faite d'un opérateur télécom, c'est une fois qu'ils ont un client, ils vont essayer de lui vendre plein d'autres services. Donc, des options, des téléphones. Enfin, c'est comme ça qu'ils rentabilisent un client, en fait, concrètement. En fait, nous, non. Une fois qu'on a notre client, on l'a. Et en fait, on a envie de lui faire vivre la meilleure expérience possible avec nous pour qu'il reste, bien sûr, c'est hyper important pour nous. Mais en fait, ce qui va surtout être important, c'est qu'on soit de plus en plus nombreux, parce que plus on est nombreux, plus, bien évidemment, l'équipe de la coopérative, d'un point de vue économique, va être facile à trouver. Mais au-delà de ça, mieux ce sera d'un point de vue de l'impact sociétal. Parce que, en fait, un client qui vient chez nous, on le sait, on l'a fait les rapports d'impact, c'est un client qui va finalement moins consommer de données mobiles. Donc ça, c'est déjà très important, puisqu'on mesure en fait ce qu'il consommait avant et ce qu'il consomme quand il est chez nous. Et l'autre point aussi, c'est un client qui va in fine faire des économies, et notamment sur les achats de téléphone. Parce que en fait, un client de chez Télécope, il va garder son téléphone en moyenne 3 ans et demi. Et là, on voit qu'en plus, le nombre d'années pendant lesquelles il garde son téléphone tend à augmenter. Donc ça, c'est plutôt cool. 3 ans et demi, c'est plutôt bien par rapport à la moyenne nationale, c'est 2 ans et demi. D'accord. Donc c'est 1 an de plus. Et rien que en faisant un truc, à mon avis, qui est fondamental, c'est en n'encourageant pas les gens à changer de téléphone. Donc je pense que ça, déjà, rien que ça, c'est hyper important. Mais du coup, ce que ça pose, et je pense que c'est la problématique de tous les acteurs qui vont travailler sur la sobriété, c'est que, en fait, on a des modèles économiques qui semblent beaucoup plus fragiles que des opérateurs télécoms classiques qui vont essayer justement de maximiser, on va dire, ce qu'ils vont pouvoir gagner avec un seul client. Nous, c'est pas le cas, parce qu'on est radicalement opposé à ça. Donc, ça veut aussi dire que, effectivement, il faut vraiment pouvoir faire porter notre message au maximum de personnes et être rejoint par le maximum de personnes pour pouvoir, effectivement, arriver à atteindre un équilibre économique, et tout en préservant notre message au service de l'intérêt général. Mais donc, si je viens chez Télécope, on ne va pas m'abonner sans que je le sache à un bouquet TV. Ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas. Ouais. Ce qui est plutôt bien. Il y a d'ailleurs, pour continuer cette discussion, un terme qui est intéressant, c'est celui de sobriété commerciale. C'est selon Hugues Poissonnier, économiste et professeur associé à Grenoble École de Management, le fait de ne pas vendre coûte que coûte, mais vendre le juste produit au juste prix pour répondre aux justes besoins. On parle aussi, à autre terme, de marketing sobre. Est-ce que ces termes vous parlent ? Oui, moi, ça me parle beaucoup. Enfin, moi, je suis une marketeuse. Avant de lancer Télécope, je travaillais dans la grande distribution. Enfin, je travaillais pour une grosse marque de chocolat, pour pas la citer. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de marketing. Marketing dit, entre guillemets, moi, que je qualifie maintenant d'agressif. Enfin, j'ai fait toute la panoplie, hein, donc je vois assez bien de quoi on me parle. Et en fait, moi, la raison pour laquelle j'aimais le marketing à l'origine, c'est parce que ce qui m'intéressait, c'est le besoin des gens. Je trouvais ça juste passionnant, en fait, de dire on va pouvoir développer un produit qui réponde aux besoins des gens. Sauf qu'en fait, effectivement, la machine, elle s'est totalement... je ne sais pas ce qui s'est passé, tout est parti en vrille. Parce que là, on répond plus du tout aux besoins des gens, on répond aux besoins des actionnaires. En fait, c'est le boulot d'un marketeur, c'est de trouver
le meilleur produit, le moins cher possible, qui puisse ramener le plus de profit possible, in fine. Donc, je trouve que c'est malheureux parce que c'est un métier qui a totalement perdu de sa saveur, quoi, quelque part. Et effectivement, le marketing sobre, à ce niveau-là, déjà, c'est très exigeant. Là, je pense que pour des marketeurs qui ont envie de donner du sens à leur vie, aller faire un tour dans les entreprises sociales, parce que c'est un marketing qui est hyper exigeant, mais qui en même temps qui est juste passionnant, parce qu'en fait, on cherche à pouvoir répondre aux réels besoins, tout en levant l'impression que ces fantasmes autour de la consommation effrénée, et c'est particulièrement vrai sur le numérique. Donc oui, nous, c'est clairement ce qu'on fait, et on est très fiers de le faire, parce que c'est vraiment réinventer les codes quelque part. D'ailleurs, j'ai vu que votre service client ne recevait pas d'intéressement à la vente, ce qui est assez rare. Ça va dans ce sens-là. Oui, et ça va dans ce sens-là, ça va dans le sens du marketing sobre, mais ça va aussi dans un autre sens qui nous a beaucoup choqués quand on s'est vraiment intéressé à ces questions-là. C'est qu'en fait, les services clients, les gens qui travaillent dans les services clients, ils se font maltraiter, quoi. En fait, et c'est phénoménal parce qu'en fait, c'est énormément de monde. Hein. Ça représente, alors je ne pourrais même plus dire le chiffre, j'ai lu à plein d'occasions, mais là, je ne peux plus te le donner. Mais c'est beaucoup, beaucoup de monde. Et c'est beaucoup de monde qui se fait maltraiter par des techniques managériales totalement pourries, mais pour répondre à des quotas, pour répondre encore à des enjeux de profit. Enfin, ouais. Et donc, moi, je ne comprends pas dans ces conditions comment un service client, comment la personne qui constitue le service client, qui a le client au téléphone tous les jours, peut être sympathique, peut avoir envie de donner des conseils bien avisés. Enfin, ça ne marche pas, quoi. Donc, forcément, ça ne marche pas. Donc, nous, on s'est dit, non, en fait, on va faire un service client désintéressé. Et ça ne nous empêche pas, in fine, de vendre. Hein. C'est pas la question. Mais ce n'est pas le premier objectif. Ce n'est pas la façon dont les personnes qui constituent nos services clients vont démarrer la conversation. Et ça change tout. Si on se demande maintenant comment avoir un impact plus important, plus large, et qu'on réfléchit à ce que pourrait faire le gouvernement, l'État, dans une tribune parue dans le Figaro en 2024, l'ancienne ministre de l'Éducation nationale, Najat Vallaud-Belkacem, proposait de rationner la consommation Internet à 3 gigas par personne et par semaine. Quel est votre avis sur une telle mesure ? Sur le fond, je ne sais pas si je partage son avis. Par contre, je trouve que la tribune, à l'époque, elle m'avait marquée parce que je me suis dit, il y a une personnalité quand même politique, parce que c'est une ancienne ministre de l'Éducation nationale, qui s'empare de ce sujet en disant, en fait, c'est important de revoir notre lien au numérique, finalement, et de le rationaliser, et voire de le rationner, parce que finalement, c'est ce qu'elle propose. Et ça, c'est très intéressant parce que finalement, ça va totalement à l'encontre de l'idée qu'on se fait, un peu technosolution du numérique. Comment le numérique pourrait nous sauver si on le rationne. C'est rigolo, quoi. C'était vachement intéressant de ce point de vue-là, parce que je trouve que ça a secoué pas mal le cocotier, quoi. Après, moi, ce qui m'a plus interrogée, c'est un peu l'aspect un peu mécanique de ça, tu vois, c'est de dire que tous les citoyens ont besoin d'exactement de la même chose, on donne la même chose à tout le monde, et puis ce sera comme ça chaque semaine. Ça m'a plus interrogée parce que la réalité, c'est qu'on n'a pas tous besoin du numérique de la même manière, et c'est OK, en fait. On a droit d'accès à Internet, ça c'est un droit, à mon avis, mais on n'en a pas besoin avec la même intensité, tous. Et voilà, et moi, nous, chez Télécope, on préfère parler finalement d'un socle commun d'accès au numérique, de choses dont on a besoin via le numérique et dont il faut absolument s'assurer qu'on puisse avoir accès. Donc l'accès à nos droits, l'accès à l'information, etc., qui correspond finalement à un certain paquet de données. Et ensuite, en fait, il faut s'interroger sur, c'est son propre besoin au numérique pour chacun. Et au-delà de ça, de pas de besoin fantasmé, de ce que ça va pouvoir vraiment nous apporter, quoi. Et ça, c'est vrai dans un climat, j'allais dire, d'adultes éclairés. Puis après, il y a le cas des enfants, où ça, je trouve que c'est encore différent. Oui, justement, récemment, il y a eu le gouvernement, une membre du gouvernement a annoncé le souhait de limiter l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans, d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 15 ans. Ça peut aller dans le bon sens. Moi, j'ai l'impression, alors encore une fois, je ne suis pas spécialiste des phénomènes d'addiction ni sur les jeunes. Je raconte vraiment ce que nos abonnés nous racontent, quoi,
pour vraiment parler de ces expériences-là. Mais oui, je trouve ça intéressant, notamment parce que d'autres pays avant nous l'ont fait. L'Australie a fait ce choix-là en novembre l'année dernière. Moi, je trouve que c'est important, notamment quand on regarde qui sont les réseaux sociaux, quoi, en fait. Qui possède les réseaux sociaux, les choix qui ont été faits de non-modération. Enfin, là, on l'a vu avec l'arrivée de Trump au pouvoir et les choix qui ont été faits par Meta, par Zuckerberg et tous les autres. Enfin, c'est pareil. Quand on décide d'arrêter de modérer les réseaux sociaux, ça veut dire que les gens les plus fragiles, à savoir les enfants, donc les moins de 15 ans, les enfants et les adolescents, et en fait, c'est des gens qui risquent d'être exposés à de plus en plus de contenus violents, de plus en plus de contenus aussi à caractère sexuel. Ça, on n'en parle pas beaucoup, mais en fait, c'est comme ça la réalité. Donc oui, en fait, soit on peut imposer aux plateformes une modération très importante des contenus pour ces catégories d'âge, soit on n'y arrive pas. Et dans ce cas-là, en fait, peut-être que la meilleure des solutions, c'est l'interdiction, parce que là, on est quand même dans une situation, pour moi, d'errance juridique pour ces personnes. Et c'est vraiment des gens très vulnérables. Et moi, je ne comprends pas, en fait, que ça ne soit pas une cause nationale, parce que c'est quand même une génération pas sacrifier, parce que je sais pas encore la réalité de tout ça. En fait, c'est un peu ça où on a du mal à voir. On n'a pas encore de recul d'études. Exactement, le recul. Mais quand on voit le taux de suicide des jeunes qui augmente, quand on voit les détresses psychologiques, il y a des indices. Il y a quand même beaucoup d'indices, quoi. Donc, à un moment donné, est-ce qu'on attend d'avoir un retour sur les études, ou est-ce qu'on dit, en fait, principe de précaution, parce qu'il y a plein de moments où on utilise ce principe de précaution. Principe de précaution, en fait, non, on arrête et puis on prend le temps de voir exactement comment trouver les meilleures solutions. Enfin, ouais, moi, là-dessus, je pense que je suis beaucoup plus tranchée, parce que je pense que on ne protège pas assez les enfants, clairement. Petit exercice prospectif, est-ce qu'on peut imaginer à court, moyen ou long terme que ce ne soit plus la norme de proposer des forfaits illimités en données ? Moi, je pense qu'on peut l'imaginer, et je pense qu'on va se retrouver face à ça un peu plus vite que ce qu'on pense, parce que il y a quand même des matériaux qui commencent à manquer très concrètement, surtout les matériaux dont on a besoin pour se servir du numérique. On commence à en manquer, ils commencent à devenir de plus en plus chers. Donc, il y a aussi la question du coût. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on a l'impression que les forfaits sont illimités, notamment parce qu'ils sont de moins en moins chers. Et c'est aussi ça qui rend cette impression illimitée. Faut aussi se dire aussi qu'aujourd'hui, il y a une guerre des prix très forte, parce qu'il y a la situation de SFR qui pourrait se faire racheter, etc. Donc, ils se livrent une bataille vraiment très forte sur les prix, mais c'est pas tenable non plus. Donc, moi, je pense que, aussi bien d'un point de vue commercial, pour ces grands opérateurs, ils vont être obligés de revoir leurs prix et probablement de les augmenter très prochainement. Et en même temps, à un moment donné, on va se confronter au mur des matières premières, quoi. Enfin, je veux dire, si elles sont plus là, elles sont plus là, quoi. Et comme aujourd'hui, les filières de reconditionnement de tout ça n'existent pas particulièrement, j'ai l'impression qu'on va devoir en passer par là. Et ce serait une très bonne nouvelle. C'est la question rituelle de ce podcast désirable, mais je vais vous laisser 1 minute pour tenter de convaincre les personnes qui peut-être ne sont pas encore convaincues de la pertinence du modèle Télécope. En fait, moi je dis souvent Télécope, c'est une bonne manière de bénéficier d'un service de qualité, parce que on travaille sur le réseau d'Orange, de contribuer très concrètement en fait à la création d'emplois non délocalisables, parce que c'est aussi un des engagements qu'on a fort. Donc finalement, c'est un forfait mobile dont on a tous besoin, mais la comparaison s'arrête là, quoi. Après, c'est tout le reste finalement que quand on fait le choix de rejoindre Télécope, on permet. Donc on permet de développer plein d'outils pour la longévité des téléphones. On permet aussi de pouvoir porter une voix différente sur le secteur des télécoms, parce qu'on est un opérateur télécom, donc on peut se battre pour faire évoluer les lois, faire évoluer les règlements. Et l'autre point aussi, pour moi, qui est fondamental, c'est la notion d'égalité économique. Parce que nous, on appartient à nos 1800 sociétaires qui votent dans le principe d'une personne d'égale voix, des citoyens. On n'appartient pas à un milliardaire. Donc ça veut dire que tout ce qu'on on le fait au nom de l'intérêt général. Et je trouve que, en plus d'avoir un forfait mobile qui marche bien et qui est performant, c'est plutôt pas mal de pouvoir avoir tout ça dans le même forfait. C'était une belle conclusion. Merci beaucoup Marion Graffly d'être venue. Et à bientôt, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode sur un tout autre sujet. Au revoir.